Puis, tu sais, dans mon cas, moi, j'ai réalisé que mes deux parents avaient en quelque sorte une dépendance affective. OK? Et au fait, je pense que dans notre communauté, c'est très, très, très fréquent. Yo! Hello people! What's up guys? Alors, bienvenue à un autre épisode du podcast Le Mon Désir. Mon nom est Greg. Moi c'est ça. Ça c'est ma femme, je suis son mari et ensemble nous sommes Le Mon Désir. Le Mon Désir, si vous nous rejoignez pour la première fois, est un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin qu'on puisse réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de grandir. Alors, cette semaine, on a une nouvelle édition de la série Profondeur avec notre invitée Rachel Saint-Phar. Yes. Et on va parler de la dépendance affective. Donc, comme vous savez un peu, nous, ce qu'on fait avec la série Profondeur, c'est qu'on parle de sujets qui sont souvent considérés tabous dans le but de briser finalement ces tabous-là sur les sujets, de pouvoir créer une communauté autour de ces différents sujets-là, parce qu'on le sait, lorsqu'on vit une situation qui est difficile, souvent on pense qu'on est la seule personne qui passe par là, souvent on se sent seul, souvent on a besoin d'être épaulé, d'être renseigné, d'être dans le fond, pas affirmé là, mais je dirais épaulé finalement. Donc nous, c'est ce qu'on voulait faire avec la série Profondeur, et on a fait différents épisodes, là vous les avez vus, la fausse couche, la dépression, l'alcoolisme, donc relations violentes. Exactement, différents sujets pour finalement briser ces tabous-là aussi. Là. C'est ça, donc on va être avec Rachel et c'est ça. On va être avec Rachel, donc bonne écoute et stay tuned pour d'autres épisodes qu'on va avoir de la série. Alors, comment ça va, Rachel? Ça se passe bien, puis pour vous? Bien. Ça va, merci. Ouais. Comment te traite le confinement? Pour vous, c'est bien, et puis je vois que t'es toute appliquée, tes cheveux sont faits. Non, Well, for me, you know, I'm all about honesty. Vous savez que je suis très honnête. Ouais, effectivement. J'adore le confinement, moi. On va parler ton faux. J'aime rencontrer les gens, don't get me wrong, mais je suis une fille de maison, tu sais. Je suis tellement sortie dans ma jeunesse, là, que je suis une fille de maison. I mean, it's time for me de se reposer. Je prends des marches, mais j'adore le confinement. J'ai plein de projets, j'ai plein d'affaires. Tu découvres des passions, tu découvres des talents que tu savais même pas que tu avais. Exactement. Puis tu sais, moi, je suis très hyperactive, hein, de nature, tu sais. Fait que moi, ça me donne le temps de faire 10 000 choses là, en une journée. So, j'adore ça. J'adore le confinement. Je le vis bien. J'adore. Yeah, that's amazing. Yeah. On ne s'est même pas présenté. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que j'ai vu qu'on a eu plusieurs nouveaux followers dernièrement, mon nom est Greg. Moi, c'est ça. Ça, c'est ma femme, je suis son mari. Ensemble, nous sommes Le Mon Désir. Et on a une émission ou un podcast où on traite de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de grandir. Donc, encore une fois, ce soir, on parle de dépendance affective et on a avec nous quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui a une connaissance, quelqu'un qui a un wisdom sur le sujet, et on est très content de l'avoir avec nous. Donc, on a encore une fois Rachel Saint-Phar. Alors, Rachel, est-ce que tu peux commencer par, tu peux te présenter peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas? Super. Premièrement, je veux vous remercier de m'inviter. C'est un grand plaisir pour moi, là, un honneur même. OK? Alors, qui est Rachel? Mon Dieu, j'ai plusieurs chapeaux. Je suis chanteuse gospel, je suis écrivaine, auteur. La écrivaine, mon Dieu, je suis motivatrice aussi. Quoi d'autre? Je suis recruteur senior. Et nouvellement conseillère en images. Nice. Et c'est ça. Je porte plusieurs chapeaux. Je suis mariée. Je n'ai pas encore d'enfants, mais je suis ma tante. Je suis une reine. Je suis une fille. Je suis une sœur. So, you know, I'm a strong Black Christian woman. So, that's good. Yes. That's good.
Donc, dans le fond, comme vous avez entendu par rapport à la description de Rachel d'elle-même, elle a dit qu'elle est auteure. So, let me just show you right here. Elle a écrit un livre ici qui se lit très, très bien en passant. Je l'ai lu pour ma part. Sur la dépendance affective. Donc, c'est les saisons de ma vie, ma victoire sur la dépendance affective. Et Rachel, on va y aller, hein, finalement, on va commencer. Ouais. Dans le livre, justement, elle parle de, bien sûr, son expérience avec la dépendance affective et elle parle des leçons qu'elle en a tirées. Puis, dans le fond, elle ouvre un petit peu son cœur, sa vie pour pouvoir aider d'autres personnes. Donc, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi au travers du livre. Est-ce que tu l'as de quoi avant que... Non, ben, j'allais juste commencer. Ben, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que, tu sais, maintenant, tu as eu beaucoup d'expérience, Rachel, puis maintenant, tu as fait des recherches aussi sur la chose. C'est chose que tu es qualifié pour en parler. Ouais. Mais avant de qualifier, c'est une expérience personnelle. Exactement. Là, je trouve ça super intéressant. Fait que je vais te demander tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous donner une définition de qu'est-ce que, si c'est possible, là, dans une phrase ou whatever, qu'est-ce que la dépendance affective? OK. Je vais donner ma définition parce que la définition, puis quand tu l'as vu, c'est deux choses différentes. OK? La dépendance affective, selon moi, c'est de vouloir plaire à tout le monde en t'oubliant, puis en voulant faire tout ce qu'il faut, même à vendre, presque vendre ton âme, là, pour faire plaisir à tout le monde. OK. OK. So, juste là, il y a 20 personnes au moins qui ont relate, juste avec cette définition-là. Okay. J'aimerais te demander, parce que, bon, tu sais, on en parlait un peu, puis la dépendance affective peut avoir beaucoup de sources. Fait que j'aimerais te demander, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi. Et quand je dis de toi, c'est là tu t'es présenté, mais plus de un petit peu ton histoire. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es rendu compte que tu avais ça? Parce que j'imagine que c'est très difficile de se rendre compte qu'on souffre de dépendance affective. Mais ouais, bon, je vais te laisser parler parce que sinon j'ai plein de questions. Écoute, moi, écoute, je suis premier enfant de mon père, OK? De mes parents, en fait. Mes premiers enfants de mon père. Et je suis une enfant que j'étais très proche de mon père, OK? Je me rappelle pas, parce que mes parents se sont divorcés lorsque j'avais 7 ans. Mon père est parti de chez moi, je me rappellerai toujours, j'avais 6 ans. Il était, je me rappelle, à peu près 8 heures du matin, parce que je me rappelle encore que j'avais regardé l'heure, OK? Puis j'avais 6 ans, hein? Puis mon père et moi, je ne me rappelle pas d'avoir été... J'ai aucun souvenir de ma mère, de ma naissance jusqu'à l'âge de 7 ans. J'étais tellement proche de mon père que pour moi, ma mère, elle était comme une femme que je voyais comme qui était là, oui, mais mon père, c'était mon ami, là. Je me tenais avec lui, j'étais tout le temps avec lui. Et moi, on m'a souvent dit quand j'étais jeune, OK, quand je suis rentrée à l'âge de l'adolescence, je vais expliquer un peu pourquoi. La seule phrase qui revenait tout le temps, c'est que, my God, tu as toujours un partenaire, tu n'es jamais tout seul. Puis ça, là, beaucoup plus tard, j'ai vu que c'était l'élément déclencheur parce que c'est vrai que j'étais jamais toute seule. Moi, là, me retrouver toute seule avec moi-même, c'était rare. J'étais toujours avec tout le monde, avec ma famille, avec mes amis. Quand j'étais avec un gars, j'en avais un autre après, c'était fini. Il y en avait un autre déjà, là, qui était déjà préparé, là. Tu sais, c'était pas comme si j'avais un temps où je devais réfléchir. Non, 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 non. C'était, je prends un autre. Puis des fois, j'étais même avec des gens que les gens me disaient, mais il n'est même pas ton style, tu ne ressembles même pas, mais c'est juste ce besoin d'être avec quelqu'un qui était important pour moi, ce besoin d'amour, ce besoin d'être avec quelqu'un absolument, jamais je ne pouvais pas être toute seule. Je ne pouvais pas rester toute seule avec moi-même. Il fallait absolument que j'ai toujours quelqu'un dans ma vie, des amis, ma famille, ma mère. Quand mon père est parti, ben, mon attachement est venu vers ma mère, vers ma soeur. J'étais très protectrice des gens autour de moi, avec les gens autour de moi. Donc, c'était important pour moi d'être avec des gens constamment, jamais avec moi-même. Okay. Donc, c'est vraiment ça. Tu nous as parlé de ton père. Donc là, tu ne l'as pas vraiment dit, mais je comprends dans ton histoire que ton père est parti. Oui, mon père est parti quand j'avais 7 ans. 6 ans, mes parents se sont divorcés quand j'avais 7 ans. OK.
OK. Puis à partir de là, bon, j'imagine que tu as continué à vivre avec ta mère, fait que ton père était plus dans ta vie ou plus vraiment ou... En fait, mon père était plus dans ma vie. C'est vraiment, il y avait eu une brisure totale là. OK? C'était comme, j'arrivais pas à comprendre que mon père était plus là. Tu sais, c'est comme si que, comment je t'expliquais? C'est comme si que, c'était comme si on t'avait laissé dans un parc tout seul. OK? On t'avait laissé là tout seul, puis il fallait que tu devines, tu figure out, tu apprennes à connaître quelqu'un que tu connaissais comme pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ma mère, comme je dis, je l'aime beaucoup, puis j'apprends à connaître ma mère avec les années, mais avant ça, je la connaissais pas, ma mère. Mon père, je connaissais, tu sais, j'avais une passion, je ressemblais à mon père beaucoup, tu sais, tout mon caractère, c'était mon père, tu comprends? Donc, quand mon père est parti, c'est comme s'il y avait un vide, puis même l'école, tout, ma mère me l'a dit après, là, elle m'a dit que tout s'est effondré. Tu sais, je suis quelqu'un qui est très, très, très bubbly, quelqu'un qui communique beaucoup avec les gens. Puis, quand mon père est parti, j'ai shut down. Est-ce qu'on peut dire, dans le fond, que, parce que de ce que je comprends, comme tu dis, tu étais très proche de ton père et tout, c'était un peu comme ton repère, finalement. Quand absolument. il est Absolument. Okay. Mon père était mon repère, mon protecteur, my king. Mon père était... Mon père, c'est comme genre, si j'avais un problème, là, mon père va venir pour toi. Les enfants, c'était comme ça. Mon père, c'était le fondement de la famille, là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait, quand mon père est parti, c'est comme si que j'avais perdu mon chemin. C'est comme si que j'étais en train de marcher avec quelqu'un, puis on m'avait juste déposé là, puis là, on jouait à cache-cache, mais sans que je le sache. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si que, tu sais, on joue à cache-cache, mais bon, la personne est partie, mais moi, je savais pas qu'on jouait à cache-cache, là. So I had to figure it out by myself, tu comprends? Fait c'est vraiment ça, là, puis je savais plus qui j'étais, tu sais, c'est vraiment, vraiment ça, tu sais. OK. Est-ce que tu dis, bon, tu sais, j'imagine que c'est ça, mais juste pour clarifier, est-ce que tu dirais que la dépendance qui s'est développée en toi est directement reliée à ça? Oui, parce que d'après mes recherches, une dépendance affective, OK, souvent est développée à un jeune âge, OK? C'est parce qu'on t'a enlevé quelque chose. Souvent, c'est parce qu'un des parents n'était pas là. OK. Oui. OK? Souvent, c'est vraiment, vraiment à cause de ça. Tu sais, il y a comme un brisement. Tu sais, on a besoin de nos deux parents pour pouvoir former son caractère ou de repères pour pouvoir forger notre caractère, tu sais. Puis, selon mes recherches, c'est vraiment ça, là. C'est une brisure qu'il y a eu, soit du côté maternel ou paternel. Donc, c'est vraiment ça. OK. Est-ce que... Bon. Quand est-ce que... Parce que là, tu as dit ton père est parti à 7 ans. Là, tu continues ta vie d'enfant, ta vie d'adolescent. Puis, là, tu me dis que t'arrivais pas à rester seul. C'est comme si tu passais de copain en copain ou bien de gars en gars pour combler ce vide-là que ton père avait laissé. À quel âge est-ce que tu t'es rendu compte ou après combien d'années tu t'es rendu compte que c'était lié à ça? À 33 ans. Wow. Ça a pris beaucoup de temps parce que, comment je peux expliquer? Pour moi, j'avais pas un problème. C'est les autres qui ne comprenaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'était comme, non, j'ai pas de problème, là. C'est normal, tu sais, comme il me semble que, tu sais, je suis attirante, tu sais. Fait que c'est normal que j'ai un autre partenaire, là, tu sais. C'est comme, allô, là, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, les autres avaient un problème, pas moi. Tu comprends? Pour moi, dans ce temps-là, c'était justement bizarre d'être tout seul. Okay. Pour moi, c'est comme, hein, comment ça se fait que la personne est célibataire, là? Impossible, là. Tu sais, comme, pour moi, il fallait absolument que moi, je basais mon statut en étant avec quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, c'est vraiment ça, là. C'est vraiment, pour moi, être avec quelqu'un. Tu sais, quand tu es jeune, là, quand tu commences à rentrer dans l'adolescence, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie parce que j'ai aussi eu, psychologiquement, tu sais, j'ai pas honte de le dire, je me suis fait attoucher. Puis je me suis fait attoucher comme 3 fois quand j'étais jeune. Donc, moi, mon subconscient avait créé comme quoi que c'est comme si j'étais l'élément déclencheur qui attirait les gens, les gars. Alors, je me disais, ben, pourquoi pas?
sais, je suis quasiment en train de me dire, j'ai le don pour ça. Tu sais, Tu l'as comme accepté, puis tu as décidé exactement. de... J'ai comme accepté, puis j'ai comme caché. Tu sais, c'est comme si que j'ai couvert le problème. Je me suis fermé les yeux. Pour moi, j'avais aucun problème. Pour moi, c'est tous les gens qui disaient, t'as toujours un partenaire. Je me disais, oh, ben, ils sont jaloux de moi parce que j'ai toujours quelqu'un dans ma vie, là. Tu sais, mais je réalisais pas que j'avais un problème. Tu sais, que je voulais pas me retrouver toute seule. Tu comprends? Fait que ça t'a pris, bon, quasiment 25, 26 ans avant de te rendre compte que c'était lié à ton père. Est-ce que tu lui en veux ou est-ce que tu en as voulu? Écoute, je te dis la vérité, moi, je pense sincèrement que le fait que j'étais longtemps dans ce parcours-là, c'est parce que je détestais mon père. J'étais vraiment fâchée contre mon père. Tu comprends ce que je veux dire? Puis inconsciemment, ce que tu ne veux pas, c'est ce qui t'arrive. Parce que c'est sûr et certain que ce que je détestais, c'est ce dont j'avais besoin, alors je le recherchais ailleurs. Ouais. Tu comprends? Puis, tu sais, c'est sûr que cette recherche-là m'a fait tomber dans une situation vraiment compliquée où je me suis retrouvée dans une relation toxique qui a duré pendant 10 ans. Là. Tu comprends? On va parler de ça. Bon, pas trop, mais on va parler. Est-ce que tu veux commencer par faire un petit résumé? Ouais, effectivement. Je vais commencer avec un résumé, puis je vais aller après dans mon autre point. Fait que pour ceux qui viennent d'arriver ou qui ont manqué le début, on parle avec Rachel qui était sous la dépendance d'une relation sur la comment? C'est dépendance affective. Dépendance affective, excuse-moi, je cherchais mes mots. Donc, dans le fond, qui a vécu ça l'a comme teinté un peu son histoire, puis elle en témoigne là pour pouvoir aider les gens. Elle a d'ailleurs écrit un livre dont on va parler un petit peu tout à l'heure aussi. Ce qu'elle explique, c'est que pour elle, la dépendance affective, c'est de vouloir plaire à tout le monde en s'oubliant soi-même. Donc, c'est cette partie négative là-dessus. Elle disait que dans son enfance, elle était très, très, très proche de son père, que ses parents se sont divorcés lorsqu'elle avait 7 ans, que son père est parti lorsqu'il avait 6 ans. Puis quand son père est parti, c'est comme si elle avait comme perdu ses repères un peu parce que justement, elle était super proche de son père. Tu as mentionné justement que même ta mère, t'as pas de souvenir d'elle avant l'âge de 7 ans. Fait que ça montre un peu à quel point tu étais vraiment proche de ton père, justement. Tu disais aussi que tu avais toujours un copain lorsque tu étais plus jeune. Puis pour toi, c'était bizarre qu'une personne se retrouve seule. Donc toi, t'étais soit avec ton copain, soit avec tes amis, soit avec ta famille, tout le temps entouré de personnes, finalement. Tu disais que tu avais bien sûr un besoin d'amour aussi et que tu as mentionné aussi que la dépendance affective, je trouvais ça intéressant, ça commence à un jeune âge et que c'est souvent causé par l'absence d'un parent. Et aussi, on t'avait demandé, dans le fond, c'est quand tu t'es rendu compte que la majorité de ce que tu vivais était relié finalement au départ de ton père, ben, tu as mentionné que c'est dans le fond à 33 ans. Donc, ça t'a pris quand même beaucoup d'années avant de réaliser finalement ce qui se passait. Puis, c'est ça. Fait que finalement, dans ton livre aussi, tu parlais, t'as quand même plusieurs sujets qui sont traités dans ton livre, mais il y a un chapitre qui traite sur le pardon. Fait que je trouve ça intéressant que tu en aies parlé maintenant, justement, maintenant que tu étais en colère, là, finalement, comme contre ton père, le fait qu'il soit parti, puis tu savais pas trop qu'est-ce qui se passait, puis c'était ton meilleur ami, là, c'était un ami très, très proche, finalement. Tu as dû passer par une période où est-ce que tu réalises que tu étais finalement en colère contre lui et que tu le pardonnes. Est-ce que tu peux entrer un peu plus en détail là-dessus? En fait, mon père, comment ça s'est passé? C'est parce que mon père cherchait toujours à me parler, tu sais, puis moi, j'avais shut down, tu sais. C'est sûr que j'avais mon caractère à moi, là. J'avais complètement shut down avec mon père. Puis j'en voulais beaucoup, j'en voulais parce qu'il était parti, je lui en voulais parce que tout ce qui m'était arrivé, je lui disais que c'est sa faute qu'on m'avait touché, s'il était là, tout ça, tu comprends? Puis, à un moment donné, je parlais avec mon père, je le confrontais. Puis là, je lui ai dit, ben, tu sais, t'es jamais là pour moi. Puis mon père m'a répondu quelque chose, puis j'étais tellement surprise, il m'a dit, ben, moi, mon père n'était jamais là pour moi. Mais il m'a dit, Obama, il n'a pas grandi avec son père, puis il est président. Là, j'ai comme compris que je ne peux pas demander à quelqu'un quelque chose qu'il n'a jamais reçu, tu sais. Hold on. Tu peux répéter ça, s'il vous plaît? Je ne peux pas demander à quelqu'un quelque chose qu'il n'a jamais reçu. C'est comme si je me battais avec le vent. Tu comprends? Il comprenait même pas qu'est-ce que j'essaie de lui dire. Tu comprends? Fait que là, il me disait, oui, mais je t'appelle, je t'envoie de l'argent. Je dis, mais c'est pas ça que je veux, là, tu sais.
Puis finalement, j'ai arrêté, j'ai dit, puis là, j'ai demandé à mon père, ben, parle-moi un peu, tu sais, puis j'ai réalisé que mon père connaissait même pas son père lui-même. Mm. Il pouvait même pas me parler de son père. Il était comme, ben, moi, mon père, je l'ai connu plus tard, en étant adulte, tu sais, fait qu'il m'expliquait vraiment qu'il ne connaissait pas son père, puis qu'il avait appris à vivre avec ça. Puis là, tu sais, puis il m'a dit, écoute, puis ça m'avait vraiment fait mal. Après, il m'a dit, je m'excuse, j'aimerais tellement ça t'aimer comme tu veux, but I can't. Il m'a dit, mon père est anglophone, là. Il m'a dit, I can't, I really can't. Puis là, il m'a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois moins fâché contre moi, tu sais. Puis là, c'est drôle, mais j'ai chaud dedans parce que j'ai dit, mais je ne peux même pas lui expliquer parce qu'il ne va pas comprendre. Fait que lui, il me dit, fais ce que tu peux. Puis là, il m'a dit, this is what I can do. Il m'a dit, je peux t'appeler, puis si tu veux, je peux t'écouter. Puis le fait que mon père m'écoutait, puis le fait que j'avais compris son état d'âme, ça a commencé. J'ai eu comme, c'est sûr que j'avais prié Dieu aussi pour ça. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'était lourd, hein? C'était lourd de détester mon père parce que en détestant mon père, je détestais tout le monde qui lui ressemblait. Wow! Et quand tu dis, quand tu dis tout le monde qui lui ressemblait, qu'est-ce que tu veux dire par ressembler? Tu parles physiquement ou? Wow. Moi, là, écoute, c'est tellement fou, là. Puis tiens, ma soeur pourrait même en témoigner. À un moment donné, là, il y avait quelqu'un qui ressemblait à mon père. Puis littéralement, là, j'ai senti que mon corps réagissait, là. Oh, wow. Physiquement. Tu comprends? On pouvait me dire, moi, là, la pire insulte qu'on pouvait me dire, c'est me dire, tu ressembles à ton père. J'étais tellement fâchée, là. Puis j'étais prête à discuter avec les gens. Je dis, non, je ne ressemble pas à mon père. Arrête de dire ça. Pour moi, c'était comme une insulte. Je détestais mon père, là, vraiment. Puis je détestais tous les gens qui me ressemblaient, tous les gens qui essayaient, tu sais, de m'associer à lui. Je détestais ça complètement. Puis, tu sais, j'ai dû prier beaucoup pour ça parce que plus je détestais mon père, mais plus je me rapprochais des gens comme lui. Shit. Tu comprends? Parce que, en plus, c'est que dans la plupart des relations que j'ai eues, là, avant mon mari, toutes ces personnes-là avaient une ressemblance avec mon père. Que ce soit dans l'attitude, donc c'est vraiment ça que je cherchais. Que tu fréquentais, c'est ça qui ressemblait à ton père. Tu comprends? D'une manière ou d'une autre. Est-ce que les hommes que tu as fréquentés t'ont déjà fait des commentaires par rapport au fait que tu avais l'air d'être dépendante, tu avais l'air de vraiment t'accrocher? C'était quel genre de commentaires qu'on te faisait? C'était harcelante. Parce que moi, ma dépendance, là, c'était tellement intense que si tu ne m'appelais pas, là, je peux t'appeler 18 fois, 30 fois, là, non-stop. Puis c'est tellement drôle, c'est que ma dépendance s'était changée en jalousie excessive, au point où une fois, là, j'ai littéralement pété les pneus d'un gars. OK. J'étais vraiment rendue à ce point-là. C'est comme genre, if you're not with me, you cannot be with anyone. Okay. C'était excessif, là. C'était au point où moi, ça me rendait malade. Parce que si je n'étais pas capable de contrôler tout ça, là, je n'allais pas dormir. Et tu n'allais pas dormir non plus. Tu comprends? Fait, souvent, on me disait, tu es trop jalouse, tu es excessif, you're too much. Tu comprends ce que je veux dire? You're dangerous. Tu sais, on me disait toujours ça, là. Tu sais? Fait, la dépendance affective, là, ça crée aussi d'autres choses, là. Ça peut créer de la jalousie, ça peut créer quelqu'un qui est excessif. Fait que, tu sais, beaucoup de choses. Puis là, tu nous as parlé un petit peu tu as introduit que tu as été dans une relation toxique pendant 10 ans. Ouais. Là, tu viens de nous dire que la dépendance affective crée d'autres choses. Fait que, tu sais, bon, on s'entend là, la dépendance affective, c'est une dépendance comme n'importe quelle autre. Absolument. Et quand tu es dépendant, ça va aller au-delà même de tes valeurs, mais au-delà de qu'est-ce que tu trouves qui est bien, au-delà de ta notion de bien et mal. Fait que, là, tu nous dis que tu as été dans cette relation toxique-là pendant 10 ans. Est-ce que tu peux nous en parler comme brièvement? C'est drôle, hein? Toxique, puis, ouais. Je vous disais que je détestais mon père, hein? Ouais. Mais j'étais devenue comme mon père. Parce que moi, je me suis retrouvée dans une relation avec un homme marié pendant 10 ans.
Puis mes parents se sont divorcés pratiquement parce qu'il y avait aussi infidélité. Donc, je détestais mon père, je détestais son attitude, mais j'étais devenue comme lui. J'avais fait la même erreur que lui avait faite. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Et moi, mes valeurs, justement, je détestais ça. Là. Moi, ça m'avait profondément blessée là, quand j'ai su qu'il y avait eu infidélité. Là, tu comprends? Et j'étais devenue la personne que je ne voulais jamais devenir. Là. Tu comprends? Puis je suis chrétienne. Puis en tant que chrétienne, même en tant qu'humain, s'imaginer d'être dans une relation où tu es maîtresse, adultère, c'est comme inconcevable parce que tu brises une famille, là. Tu comprends ce que je veux dire? Surtout quand toi-même, quelqu'un d'autre a brisé ta famille dans des mêmes circonstances. Mais c'est au point que quand tu es dépendant affectif, quand tu as une dépendance, tu veux tout faire pour avoir ce que tu veux faire. Ce que tu veux. Au point de mentir, t'oublier, oublier tes valeurs, tout ça là passe outre là. Tu t'en fous de tout ça parce que tu veux ce que tu veux là. Tu en as besoin. Donc, c'est vraiment ça. Et dans le fond, tu sais, là, on parle beaucoup de dépendance affective, là, tu sais, comme on est rendu en 2020, là, tu sais, on commence à entendre parler de ce terme-là, là, selon moi. De ton côté, tu sais, quand tu vivais tout ça, de un, est-ce que tu savais que c'est de la dépendance affective? Puis si c'est pas le cas, quand est-ce que tu l'as réalisé? Qu'est-ce qui t'a fait réaliser finalement que c'était ça, la dépendance affective? Écoute, moi, personnellement, je vais juste expliquer. Quand je l'ai su que je souffrais de dépendance affective, j'étais persuadée que j'étais la seule dans tout le monde entier. Là. Okay? J'avais tellement honte. J'avais honte là. Je voulais me cacher là. Puis je voulais mourir pour ne plus jamais me réveiller là. C'est ça que je voulais. Okay? Par contre, quand est-ce que j'ai su que je souffrais de dépendance affective, c'est que plusieurs fois, j'ai demandé de l'aide. Beaucoup de fois, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui m'arrivait. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui me disait, écoute, il faut que tu ailles chercher de l'aide, là, parce que tu as un problème. Mais les gens ont toujours peur de te dire, c'est quoi? C'est plusieurs situations. Soit que les gens ont peur de te dire, c'est quoi le problème? Parce que, en plus, quand tu es dépendant, tu as un autre caractère. Hein. Tu n'es pas ouvert du tout, mais pas du tout aux critiques. OK? Ça, c'est un. Deuxièmement, parce que les gens ne savent pas c'est quoi exactement. Ils ne peuvent pas mettre le doigt dessus. Donc, ils vont dire, mais tu as un problème, mais ils n'arrivent pas à cerner. Surtout que ce n'était pas quelque chose dont on parlait souvent. Tu comprends ce que je veux dire? Et l'autre chose, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à croire que tu es comme ça, fait qu'ils shut down. Ils font comme si de rien n'était. OK? Ils font comme si tout va bien, tu es tout à fait normal, mais ils vont dire, oui, elle arrive, oui, attention, elle est bizarre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est trois situations-là. Fait que moi, au fur et à mesure qu'on me disait, il faut que tu ailles chercher de l'aide, puis il faut dire aussi que dans ces relations-là, in and out, moi-même, j'étais comme, OK, comment c'est que je suis de plus en plus brisée dans ces relations-là? Chaque fois qu'une relation termine, c'est de mal en pire. C'est comme si je laissais mon âme à chaque relation. Là. Un morceau de moi, a piece of me dans chaque relation. Fait que j'ai été chercher de l'aide. Une des fois que j'ai terminé la relation de 10 ans, j'ai été chercher de l'aide. Puis là, la personne avec qui l'intervenante, la thérapeute que j'ai rencontrée, elle m'a dit, écoute, elle parlait avec moi, puis elle m'a dit, se pourrait-il, parce que la façon qu'elle faisait, c'est qu'elle me posait des questions qui me permettaient de voir. Se pourrait-il que tu ressentes que c'est un besoin? Se pourrait-il que ce que tu vis, c'est comme un deuil? Puis qu'est-ce qu'elle m'a dit d'aller acheter un livre sur le deuil? Wow. Là, j'ai dit, le deuil. Elle m'a dit, oui, ce que tu vis, c'est comme un deuil. Il faut avoir des étapes. Puis là, j'étais comme, OK. Puis c'est drôle, hein, j'ai commencé, finalement, elle a tout fait pour essayer de m'aider. Moi, je n'ai rien voulu savoir à la fin. Je me suis dit, non, moi, là, je vais vivre ce que je vis. C'est comme ça que je suis. Nobody can help me. This is who I am. Puis c'est ça, là. Puis je m'étais créé une identité. J'aime cette personne-là, en dépit de tout. And that's it. Fait que je suis retournée, puis je me rappellerai toujours, elle m'a dit non. Elle a dit, écoute, t'es presque guérie. Puis je suis comme, mais presque guérie? Qu'est-ce qu'elle veut dire par presque guérie? Pourquoi? Tu sais, comme elle parle de ça comme si c'était une maladie, là. Moi, je t'ai juste demandé, je voulais juste parler avec quelqu'un, là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait
au fur et à mesure, c'est arrivé. Puis, à un moment donné, j'ai eu une situation où j'étais vraiment, bon, c'est encore fini, puis je me suis retrouvée toute seule avec moi-même, puis mon Dieu, c'est comme si que je venais juste j'étais en sevrage. Tu sais, je shakeais littéralement, là, je sais comme, comment ça se fait que je paniquais, j'étais toute seule, tu sais, je suis tombée en train de pleurer, après ça, j'étais fâchée, j'étais à plusieurs états d'âme, puis j'ai été sur Internet, j'ai commencé à chercher des mots comme amour excessif. Ces gens qui aiment trop. Parce que c'est comme ça que je le sentais. Je disais, j'aime trop la personne. Puis je suis tombée sur dépendance affective. Puis j'ai commencé à lire. Puis j'ai dit, mais ça, c'est moi, ça. Mais j'avais déjà entendu des gens me dire ça, mais je suis comme, oh, ils sont bizarres, tu sais. Là, j'ai commencé à lire, je dis, mais ça, c'est exactement comme ça que je me sens. Mais c'est pas ça qui m'a permis d'arrêter tout de suite. C'est beaucoup plus après. C'est sûr et certain que de plus en plus, je m'enfonçais dans cette relation-là. De plus en plus, je me faisais mal et je me sentais mal. Tu comprends ce que je veux dire? Je me sentais pas bien dans ma peau. Fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de tomber en jeûne. J'ai dit, je vais faire un jeûne. J'ai fait un jeûne, puis je vais me demander à Dieu, Seigneur, il faut que tu me montres qu'est-ce qui se passe. Puis tu sais, littéralement, j'ai comme eu une épiphanie. OK? J'étais un dimanche à l'église, puis je l'explique dans mon livre, là. Je me suis réveillée ce matin-là, puis ben, le soir avant, j'avais eu encore une autre crise de sevrage, là, comme j'appelle. Puis, j'avais essayé de mettre fin à mes jours. Wow. Puis, je me suis dit, OK, je vais dormir, puis je ne vais pas me réveiller, je vais dormir. Puis, j'étais vraiment comme, je vais dormir, je ne vais pas me réveiller. Puis, quand je me suis réveillée le lendemain, là, excuse-moi l'expression, là, je dis, est-ce? Pourquoi, Seigneur, tu m'as fait me réveiller encore? J'étais vraiment fâchée contre Dieu, là, puis c'était un dimanche. Puis là, après ça, j'ai décidé d'aller à l'église. Mais quand j'étais ce dimanche-là à l'église, my God, je me rappellerai toujours, j'étais dans le stationnement, puis je me disais, oh my God, tout le monde connaît mon histoire, tout le monde sait que je ne suis pas bon. Puis tu sais, je ne voulais même pas sortir mon auto, là. Tu sais, je suis rentrée à l'église, je me sentais comme si j'étais la dernière fourmi à terre, là. Puis tu sais, je me sentais mal, puis je me rappelle quand je suis arrivée à l'église, je me suis assise, puis j'ai commencé à pleurer, j'ai pleuré. Je ne savais même pas pourquoi je pleurais. C'était comme si il fallait absolument que je vide tout ce que je ressentais. Puis je demandais à Dieu, pourquoi tu m'as fait vivre encore? Pourquoi je suis retournée encore? C'est comme si c'était pire qu'avant, tu sais. Puis là, je me rappelle, pendant que je pleurais, il y a une fille qui m'a demandé, Rachel, est-ce que ça va? Puis j'ai secoué ma tête, j'ai dit, non, ça ne va pas. Puis là, j'ai pleuré. Puis je me rappelle, j'avais les yeux fermés, là. Puis je pense que c'était là, Sarah, ce jour-là. J'avais les yeux fermés, puis je ne voulais même pas les ouvrir. Je pleurais, je pense que tout le monde me demandait, qu'est-ce que tu as? J'ai dit. Puis là, la personne a dit, on va prier pour elle, puis elle a commencé à prier. Après ça, d'autres personnes ont commencé à prier. Plein de personnes ont commencé à prier. Je me suis retrouvée avec plein de filles qui priaient pour moi. Personne ne savait ce que je vivais là. Plein de filles priaient pour moi, puis plus elles priaient pour moi, puis plus je me sentais bien. Puis plus je me sentais bien, plus je me disais, OK, là, this time, je vais mettre une fin à cette relation-là. Je ne sais pas quand, but it's gonna be, ça va arriver. Puis, quelques semaines plus tard, j'ai comme eu une épiphanie. Puis, je ne peux pas expliquer, je ne peux pas dire que j'ai fait une stratégie. J'ai dit, OK, mardi, je vais. Non, c'est juste une réalisation de soi. Puis, je me suis dit aujourd'hui, that's it. Puis là, j'ai appelé la personne, puis je lui ai dit, on met fin à la relation. Je ne suis plus capable, I can't do this anymore. OK. Tu veux faire un résumé? OK. Alors, dans le fond, je vais juste résumer un petit peu la dernière partie pour ceux qui auraient peut-être manqué de l'information. OK. Attendez, excusez, problème. Donc, OK, Rachel, tu as dit beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Tu mentionnais, parce que tu as demandé un peu comment était la relation avec ton père, tu sais, il était parti et tout, est-ce que tu lui parlais? Tu mentionnais qu'il cherchait constamment à entrer en contact avec toi, mais c'est toi qui le repoussais, qui mettait des barrières, c'est finalement à cause du fait qu'il était encore en colère contre lui, contre ce qui s'était passé. Mais en lui parlant, ce qui était intéressant que tu as mentionné, c'est que il t'a avoué que lui n'a jamais eu cette relation-là avec son père. En fait, il connaissait même pas son père jusqu'à dans son âge adulte. Puis il t'a mentionné dans le fond que pour lui, c'était impossible ou très dur de te donner quelque chose que lui-même n'avait pas reçu. Donc, il a commencé à te demander comment est-ce qu'il pouvait t'aider, comment est-ce qu'il pouvait manifester finalement son amour, de ce que je comprends pour toi.
as mentionné aussi que c'était très lourd dans le fond de détester ton père et tu l'as décrit un peu tantôt comme quoi que ça devenait pratiquement physique, mais ça faisait aussi que tu détestais toutes les personnes qui ressemblaient à ton père. Et pour toi aussi, quand on te disait, ben, tu ressembles à ton père, ben, c'était comment on dit ça? La pire insulte. Ouais, c'était la pire insulte dans le fond qu'on pouvait te donner, là, finalement, tellement que tu le détestais. Mais tu réalisais, par contre, que tu te rapprochais de personnes qui lui ressemblaient aussi. Ou quand même que tu as mentionné que finalement, tu étais devenu comme lui, là, finalement. Tu mentionnais aussi que les commentaires des hommes à ton égard, là, par rapport à comment est-ce que tu agissais, c'était que tu étais harcelante, tu étais contrôlante et que tu manifestais de la jalousie excessive aussi par finalement, tes efforts à tout contrôler la relation. Tu mentionnais aussi que bon, la dépendance affective peut créer d'autres résultats, dans le fond, d'autres choses, d'autres problèmes exactement. Tu as mentionné aussi que lorsque tu as une dépendance affective, ben, dans le fond, c'est comme si tu mets un peu tes valeurs de côté parce que tu veux te procurer la chose que tu désires à tout prix. Et tu mentionnais aussi que tu pensais être la seule personne qui expérimentait de la dépendance affective lorsque tu passais par là. Puis encore une fois, nous, c'est un peu la raison pour laquelle on fait cette série-là, parce qu'on veut pas que les gens pensent qu'ils sont seuls. Et souvent, quand on pense qu'on est seul, mais c'est pas vrai. Fait que c'est pour pouvoir créer, comme on dit, la communauté autour de ces différentes situations-là. Tu as mentionné aussi que souvent, on te poussait à aller chercher de l'aide, que tu as consulté une thérapeute, mais finalement, quand tu l'as consulté, tu n'étais pas encore vraiment prête, j'imagine, à suivre le processus. Et tu as mentionné aussi que parfois, tu expérimentais, dans le fond, ta dépendance affective ben, vers la fin, comme une période de sevrage. Donc, quand tu étais seule, tu shakeais des fois, tu n'arrivais pas finalement à rester seule et ton corps te le faisait ressentir. Et que tu as malheureusement essayé de mettre fin à tes jours aussi à un moment donné. Je dis malheureusement, mais finalement, grâce à Dieu, tout est arrivé. Et ça fait que finalement, tu as pu expérimenter ta délivrance aussi. Tu as aussi mentionné, j'avais pas écrit, mais que souvent tu réalisais, tu pensais du moins que les gens te jugeaient ou que tout le monde connaissait ton histoire, puis ça dénigrait aussi là finalement ce par quoi tu passais, ce que tu avais expérimenté aussi là. Absolument. Ok, maintenant, Rachel, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui souffre de dépendance affective dans notre entourage? Super. Écoute, c'est sûr que quand j'ai lancé mon livre, j'avais trois panélistes qui parlaient en quelque sorte de l'aspect de côté social, psychologique et spirituel, la dépendance affective. Puis, Laina Benjamin, qui est en psychologie, puis si vous voulez aller regarder sa page, là, c'est PsychoLaiji, Elle avait décelé 8 symptômes, de troubles de la personnalité dépendante, qui est aussi la dépendance affective. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Je vais peut-être pas mentionner les 8, parce que c'est quand même long, là, mais je vais mentionner quelques-unes quelques symptômes, quelques-uns qui se répètent souvent, Premièrement, difficulté à prendre des décisions dans la vie courante sans être rassuré ou conseillé de manière excessive. Ça, là, c'est drôle à dire, mais c'est vrai. Moi, je vivais là, je demandais des fois à plein de personnes, là, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu penses que c'est bon? Qu'est-ce que tu penses? Comment tu penses que je suis habillée? Est-ce que tu penses que je suis bon? Est-ce que tu penses que je suis correcte? Est-ce que on me dit, Rachel, oui, tu es correcte. Après ça, je dis, mais est-ce que tu es sûr? Tu comprends ce que je veux dire? Ça. La personne a besoin que d'autres assument les responsabilités dans la plupart des domaines importants de sa vie. C'est-à-dire que au lieu d'assumer parce que tu as peur de décevoir les gens, tu préfères que quelqu'un prenne la décision pour toi. Wow. Hold on. Donc, dans le fond, ce que j'entends, ben justement, tu veux pas être responsable des conséquences de tes actions, donc tu préfères laisser la décision à une autre personne. Ben, c'est même pas conséquence. C'est parce que tu veux pas déplaire la personne. Parce que tu n'as même pas de connaissance de toi, là. Tu sais même pas, tu comprends ce que je veux dire? Tu veux juste pas déplaire la personne. Pour toi, la conséquence, c'est que la personne va être fâchée. Fait que tu veux pas déplaire la personne. Wow. Donc, c'est dans le but de plaire, comme tu disais au début, finalement. Dans le but de plaire, ben, tu préfères qu'une autre personne prenne la décision. C'est ça. C'est comme ça que je te dirais. Tu me dis, Rachel, OK, on va aller manger au restaurant. Quel restaurant que tu veux? Non, toi, qu'est-ce que tu veux comme restaurant?
Et moi, j'aime pas, supposons, je sais pas moi, j'aime pas la nourriture, j'aime pas les tartares. Elles sont pas allées dans un restaurant tartare. Ah ben ok, d'accord, pas de problème. Donc, mais juste parce que j'ai peur que tu me dises, ben laisse faire, on n'y va pas, mais laisse faire, je peux m'intéresser à toi. OK. Dans ce sens-là. OK? Difficulté à commencer des projets ou faire des choses seul par manque de confiance. Wow. OK? Ça, là, c'est vraiment vrai. OK? Souvent, les gens sont, puis je le sais parce que je l'ai expérimenté, moi, je me cachais beaucoup derrière des groupes, derrière des, tout le temps, j'étais toujours dans des projets avec des groupes, tout le temps des affaires avec des groupes, tout le temps. Comme ça, Rachel, non, oh, j'ai mon groupe avec moi, I have my people, tu comprends ce que je veux dire? Mais jamais moi tout seul. Tu sais? Besoin excessif d'obtenir le soutien au point de faire volontairement des choses non désirées. OK. Ouais. Souvent, tu vas faire des choses que tu ne veux pas, mais parce que tu veux tellement te faire accepter là, que tu vas l'accepter. Mais tu vas dire, oh my God, mais pourquoi j'ai fait ça? J'aime vraiment pas ça, mais tu vas le faire quand même. Juste pas plaisir aux autres. Ouais. Une autre chose, celle-là, je vais le dire. Lorsqu'une relation prend fin, tu cherches de manière urgente une autre. OK? C'est comme soit pour rendre l'autre jaloux, ou bien des fois, c'est parce que tu sais, c'est tellement drôle, des fois, c'est pas que tu cherches, tu penses ne pas chercher, mais tout d'un coup, souvent, puis ça m'est arrivé souvent, puis j'en ai parlé avec d'autres personnes, qui vivaient de dépendance affective. Souvent, on se dit que, je me sentais dans cette relation-là, je sortais justement d'une autre relation, que c'était pas une bonne relation, qu'il est venu juste au bon moment à l'époque. C'est vraiment ça. Ça s'enchaîne comme ça. Tu sais? Ou pendant que tu es avec cette personne, puis après ça, tu commences à parler avec l'autre personne, puis tout d'un coup, ben, vous vous êtes retrouvés dans une relation. C'est vraiment, c'est très subtil, là. Ouais. Très, très subtil. Donc, ça à n'en plus finir. Fait que ça, c'est des symptômes qui font réfléchir. Qui peuvent nous aider, dans le fond, à voir si une personne pourrait être sous l'emprise d'une dépendance affective. Exactement. Puis, je veux juste préciser aussi que la dépendance affective, c'est pas juste au niveau relation amoureuse. Hein? Oui, bon point. OK? Tu peux être dépendant affectif de ta famille, wow. de ton boss au travail, de tes amis. OK? Donc, c'est vraiment, c'est une dépendance affective. La dépendance affective s'en fout de ta race, s'en fout de ton genre, s'en fout de ta couleur de peau, s'en fout de ta religion. C'est vraiment là, si tu ne réalises pas assez tôt, tu vas t'embourber dans des décisions et des choses. Tu sais, moi, quand c'était terminé, là, il y a des choses que j'avais chez moi, là, que je n'aimais pas ça. Puis, tu sais, mais c'est juste pour plaisir à l'autre personne. Je suis comme, ok, oui, c'est beau, tu sais. Wow. Je veux dire, mon auto, je ne l'aimais pas, mais parce que l'autre personne aimait cette auto-là, ben, je l'ai pris. Wow. Fait que dans le fond, de tout ce que j'entends depuis le début que tu parles, et surtout avec les derniers points que tu as mentionnés, la dépendance affective, ou bien une personne qui est sous l'emprise de dépendance affective, c'est une personne qui s'oublie, qui ne connaît pas son identité premièrement, et qui s'oublie, mais finalement, pendant longtemps, dans le sens que elle sait même plus elle est qui. Parce que constamment, elle a cherché à se définir par une autre personne ou par d'autres personnes au pluriel. Exactement. Puis tu sais, dans mon cas, moi, j'ai réalisé que mes deux parents avaient en quelque sorte une dépendance affective. OK? Et au fait, je pense que dans notre communauté, c'est très, très, très fréquent. Tu comprends? C'est très fréquent. Alors, c'est ça. C'est ça. Donc, dans le fond, là, si je comprends, il y a des degrés. Il y a beaucoup de gens, là. Comme là, il y a 50 personnes. Il y a peut-être 45 personnes qui ont un degré de dépendance. OK, en tout cas. Mais attends, je pense que, tu sais, il y a quand même des traits. Je pense qu'il y a des traits qui peuvent se retrouver chez beaucoup de personnes sans vouloir dire que c'est des affectifs. Non, mais elle a précisé aussi parce que, tu sais, tu avais donné ton premier point.
Puis, je pense que ça, c'est ma soeur qui a écrit, wow, mais ça, c'est le trois quarts des gens. Mhm. Mais dans ton premier point, c'est quoi encore ton premier point que t'as dit? Elle a dit difficulté à prendre des décisions sans être Ah oui, conseillée de manière excessive. c'est ça. Fait que, tu sais, il y a une différence entre demander de l'avis de la personne, Ouais. prendre ta décision par la suite, et laisser l'autre personne ou vouloir que l'autre personne prenne la décision à ta place. C'est ça. Mhm. C'est ça. Fait que, ouais, ça c'est bon. Ok. Maintenant, je vais te poser une question. Ok. Oui. Donc, je sais que on avait participé à un événement où tu parlais de relations toxiques aussi. Mhm. Mhm. Là, on va dire ok que moi je suis le gars qui est en couple avec la personne qui est dépendante affective. Là, on s'entend que dans le monde là dans lequel on vit, bien de nos jours, ça là, on aurait décrit ça comme une relation toxique. Ok. Mhm. Comment est-ce que moi, on va dire moi je suis le gars, je me rends compte qu'il doit avoir un problème ou qu'elle a certains traits comme ceux que tu as décrits. Comment est-ce que j'aide cette personne-là si je suis en couple avec elle? Comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un en dépendance affective? Quand on aime vraiment, là, OK, ma mère me disait toujours, quand t'aimes, tu punis parce que t'aimes. Mais est-ce que c'est vraiment une punition? Non. OK? La personne qui subit le détachement va prendre ça comme une punition. Selon mon expérience personnelle, si j'aurais à retourner en arrière avec les gars avec qui j'étais, je leur aurais dit, laisse-moi. Pourquoi laisse-toi? Parce que j'ai un attachement avec le problème que j'ai. Tu comprends ce que je veux dire? Comment je t'expliquais? Comment je peux guérir si je n'apprends pas à vivre avec moi-même? Je me connais même pas. Tu sais, comme je me connais pas. Ouais. Et tu me connais même pas vraiment parce que Ouais. tu te reconnais en moi, mais tu ne me connais pas. Wow, c'est fort ce que tu as dit. Tu comprends C'est ce fort que ce je que veux tu as dire? dit. Fait que dans le fond, ok, attends. Toi-même, tu réalises que ces relations-là, finalement, n'étaient, je vais pas dire toxiques, mais n'étaient pas tout à fait saines. Parce que tu vivais une relation avec la dépendance affective, finalement. Oui. Puis que toi, finalement, de ce que je comprends, de ce que tu dis, tu me corriges là si j'ai tort, mais tu manifestais des comportements, justement, qui ne te représentaient pas en tant que personne. Fait que tu dis en fait que les gens qui étaient avec toi, de ce que je comprends, je vais pas dire que c'est pas par amour, mais finalement, eux, ils se reconnaissaient aussi en toi. Donc peut-être que eux aussi, malheureusement, pouvaient avoir cette trait-là de dépendance affective. C'est bien ce que j'entends? En fait, je ne peux pas dire que tout le monde avait ces traits-là, parce que finalement, il y en a qui sont partis là, en courant. Là, parce qu'ils ont vite compris que la fille, elle a un problème mental, mais bon, mental, sentimental, intense. Ouais. Mais je crois que, écoute, c'est sûr que quand quelqu'un te fait plaisir, quand quelqu'un, elle flatte ton ego, ben, c'est sûr et certain que l'humain égoïste qu'on est, là, on veut rester avec cette personne-là. Mais c'est ça qui devient malsain à la fin. Parce que la personne, tu ne la connais même pas. Parce qu'elle flatte ton ego. Elle n'est pas réelle. Fait, probablement que les gars que j'ai fréquentés, s'ils me connaissaient vraiment, ils ne seraient même pas avec moi. Parce que c'était vraiment un personnage que je m'étais créé pour avoir cette personne. Parce que en passant là, puis don't get me wrong, je ne veux pas jouer la victime, ok? Parce que les gens, dépendant qu'on est là, on n'est pas victime seulement. Hein? On apprend très bien à être manipulatrice. Donc, je veux dire, comme dans ta maladie, tu manipules pour avoir ce que tu veux. C'est comme quelqu'un qui est dépendant à la drogue. Il va manipuler les gens pour avoir de l'argent. C'est la même chose. Même chose, quelqu'un qui a une dépendance affective, tu comprends? Fait c'est pour ça que je veux pas jouer la victime. I was wrong as well. Tu comprends? Je veux dire, j'ai manipulé là aussi. Tu comprends? Fait c'est pour ça que je dis que oui, la meilleure chose que j'aurais demandé à ces hommes-là, c'est de me laisser partir. Pour eux et pour moi. Wow. OK. Comment ça?
Mais là, ça, c'est, ça, c'est en admettant que tu peux. Mais on va dire là, parce que moi, je suis certain qu'il y en a. Je suis venu moi, je suis le gars qui s'est marié avec cette personne-là. Ok, ça c'est différent. C'est ça. Ok, là, c'est pas moi. Non, non, je sais ça, toi. C'est drôle parce que tu vois, grâce à Dieu aujourd'hui, je suis guérie, ok? Puis je suis mariée. Ouais. Ok? Mais moi, une chose que je sais très bien, comme que, tu sais, moi, bon, j'ai suivi une autre thérapeute après, puis elle m'a dit, écoute, Rachel, tu dois constamment être aux aguets. Parce que rien peut te faire retourner là-dedans. Tu comprends? Puis, quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai expliqué la situation, puis je lui ai dit que if ever one day or one time you feel like que je m'en vais dans cette direction-là, sois quick puis dis-le-moi. Puis tu sais, oui, c'est arrivé des fois où on dirait que, puis mon mari me disait, oh, attention là. On dirait, je vois un petit peu de, you know, reprends-toi, fait que là, je suis obligée de, ok, oui, tu comprends? Fait que dans cette situation-là où tu aimes la personne, tu es dans une relation, tu veux vraiment que la personne avance, il faut lui faire réaliser ça. Puis des fois, il faut même poser des conditions. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que, tu sais, je me rappelle avant, je regardais une émission qui s'appelait Intervention, ok? Ça fait longtemps, là, quand j'étais plus jeune, puis c'était un moment où les gens dépendants à la drogue se retrouvaient avec leur... on leur faisait un genre de setup, là, puis ils se retrouvaient avec leur famille, puis leur famille leur disait, c'était des ultimatums. Si tu ne vas pas en rehab, ben nous, voici ce qui va se passer comme conséquence. Mais c'est la même chose. Tu comprends ce que je veux dire? Par contre, il faut que tu dises que c'est un couteau à deux tranchants. Tu risquerais de ne plus retrouver la personne que tu penses avoir aimée. Wow. Donc, ça veut dire que là, maintenant, il faut que tu pries pour aimer cette personne-là. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que, souviens-toi, là, c'est un personnage qui s'est créé pour te faire plaisir. Mais en même temps, ça se peut que tu vas aimer cette personne-là aussi parce que you're going to be like, wow! Ouais. So, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment penser. Il faut vraiment réfléchir, puis il faut avoir un cœur repentant, puis un cœur aussi de la personne qui a fait qui est dépendante, un cœur repentant, qu'elle se repent de tout ce qu'elle a fait, mais aussi la personne qui veut être avec sa personne-là, qu'elle accepte la personne comme elle est, la vraie personne qu'elle est, puis qu'elle aille même en prière pour que Dieu puisse l'apprendre à accepter cette vraie personne. Tu comprends? C'est ça. La façade. Ouais. Yes, ok. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence chez les hommes, entre les hommes et les femmes qui souffrent de dépendance affective? Écoute, je ne peux pas m'avancer sur ça, ok? Parce que si je dirais oui, ben, psychologiquement parlant, je ne suis pas assez avancée pour pouvoir dire oui. Mais je pense que chez les hommes, ça peut devenir même, à l'occurrence, narcissique. Je veux dire, comment je t'expliquer? Les femmes qui sont dépendantes affectives versus un homme, des fois, souvent, les hommes qui sont dépendants affectifs, c'est parce qu'il y a le côté narcissique qui est comblé. Tu vois ce que je veux dire? Comme la femme, elle vient comme remonter l'ego, là. Waouh! Quelqu'un qui est narcissique, là, va aimer ce genre de personne-là. Mais lui aussi, il y a une dépendance, là. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que he cannot let go of this person. Parce que cette personne-là flatte son ego. Tu comprends? Fait, mais est-ce que je peux m'avancer là-dedans? Je ne sais pas. Moi, c'est ce que j'ai remarqué en lisant, en remarquant, puis en l'ayant vécu moi-même. Yes, ok. Tu as dit tellement de choses. Ouais, je pourrais faire un petit résumé. Ouais. Bon, en fait, honnêtement, il y a beaucoup de points qui ont été discutés, fait que j'ai noté quelques-uns de ces points-là. Rachel nous mentionnait des traits de caractère qui peuvent nous aider à reconnaître qu'une personne est sous l'emprise de la dépendance affective. D'ailleurs, je pense à ce document-là où ces traits-là ont été notés par Psychologie sur Instagram, ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Donc, tu mentionnais que premièrement, un des points, c'est que la personne a de la difficulté à prendre des décisions sans être conseillée d'une manière excessive.
Donc, de constamment avoir besoin de la vie de tout le monde, là, finalement, pour pouvoir prendre tes décisions. Tu mentionnais aussi que ça peut être aussi manifesté par la difficulté de prendre des décisions toi-même. Donc, que tu veux qu'une autre personne prenne la décision pour toi, dans le but de ne pas vouloir déplaire, finalement, les gens. Aussi, que ça peut être manifesté par de la difficulté à commencer des projets seuls par manque d'estime de soi. Donc, pour ta part, tu mentionnais que tu te cachais beaucoup derrière les groupes, tu faisais pas vraiment ta propre affaire. Fait que juste le fait que tu aies ton livre et que tu chantes aussi en tant qu'artiste, ben ça, je vois que c'est une victoire, justement, sur cette trait-là. Donc, félicitations à toi. Merci. Tu mentionnais aussi qu'il y a un besoin excessif de faire des choses dans le but de se faire accepter. Puis tu me donnais un exemple d'enfant que finalement, dans ton appartement, surtout avec des systèmes que tu n'aimais même pas, tu avais une voiture que tu n'aimais même pas, c'est quand même quelque chose, là. Tu l'as acheté finalement parce qu'une personne t'avait dit qu'elle l'aimait. C'est quelque chose. Et tu mentionnais aussi qu'un autre trait, ce serait de chercher constamment une autre personne, oui, dès qu'une relation termine. Donc, de ne pas pouvoir être seul, de constamment chercher à être avec un partenaire, là, finalement, par peur d'être une personne qui reste seule. Et tu as aussi mentionné un point qui est très, très important, comme quoi que la dépendance affective, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne se manifeste pas seulement dans les relations qui sont amoureuses. Ça peut se manifester dans les relations qui sont amicales, familiales, professionnelles même. Donc, il faut vraiment juste être attentif à ces signes-là. Et tu mentionnais aussi, bon, finalement, t'as consulté une thérapeute là, qui t'a aidé un petit peu avec le processus, mais là, t'as vaincu la dépendance affective. Par contre, ça va être un combat constant dans ta vie, dans le sens qu'il faut que tu sois aux aguets, tu sois alerte, dans le fond, aux différents signes, aux différents éléments qui pourraient te faire retomber sous cette dépendance-là. Et ce que moi aussi j'ai vu par rapport à ce que tu mentionnais, c'est que finalement, ton mari, tu sais, il est au courant de ton histoire, il est au courant de ce qui s'est passé et ton expérience par rapport à la dépendance affective, mais il est comme un, je sais pas c'est quoi le mot exact, mais dans le fond, il est cette personne-là qui va pouvoir t'aider comment dire, à repérer les signes. Fait que c'est cette personne-là qui te garde un petit peu accountable, si je peux dire, puis qui essaie du moins de te redresser là quand tu voudrais retomber dans cette situation-là. Absolument. Ouais. OK. Pour terminer, Rachel, qu'est-ce que tu dirais à cette personne, à la personne qui a écouté, puis qu'elle écoute les signes, puis elle se rend compte que c'est elle? Moi, je lui dirais, OK, même si tu ne te sens pas prête, commence à t'informer sur le sujet. Parce que s'informer, c'est se sensibiliser. OK? Parce que ne rien faire, c'est ce qui est dangereux. Ne rien faire, être numb à propos de la situation, c'est ce qui est dangereux. OK? Parce que, comment je t'expliquais? La personne en tant que telle qui est dépendante, là, tu ne peux pas rien vraiment lui dire tant qu'elle ne décide pas elle-même de guérir. C'est comme une roulette russe. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, la seule chose que tu peux demander à cette personne-là, c'est vraiment de rester informée, okay? De prendre un jour à la fois et surtout de connaître son identité. Parce que quand tu ne connais pas ton identité, my God, tu as l'identité de tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Puis il y a une chose que j'ai oublié de dire là, okay, dans un des symptômes qui est très important, qui dit que un des symptômes déclencheur, tu te sens vulnérable, mal à l'aise quand tu es seul. OK? Ça là, tu es tout seul, puis tu n'aimes pas ça. Tu as besoin constamment que le téléphone sonne, puis surtout à l'ère des médias sociaux, là, tu n'as pas un like, wow, c'est la fin du monde, là. Tu sais, faut vraiment faire attention. Donc, moi, je dirais à cette personne-là, prends-le un jour à la fois, mais connais ton identité. Tu es né tout seul, tu as combattu un grand combat, celui d'être le spermatozoïde qui a touché l'ovule. Ça, c'est the biggest victory ever in the entire world. Tu comprends ce que je veux dire? You made it. Tu as réussi à respirer en sortant du ventre de ta mère tout seul. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, tu as commencé à voir tout seul. Tes dents ont poussé. Personne t'a aidé là, vraiment. Tu as subi ce choc-là tout seul. Tu as marché tout seul. You can do it. Ouais, c'est bon ça. One day at a time, 1 minute, 1 second at a time. Tu comprends ce que je veux dire?
une seconde est une grosse victoire. C'est ce que je crois. Excellent. C'est bon, ça. OK. T'as dit tellement d'affaires, Rachel. Ouais. On te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. On va prendre, parce que là, je sais que ça va fermer bientôt, sûrement. Mais je voulais terminer parce que je sais que tu as des projets, tu as des choses qui s'en viennent, qui vont notamment traiter de ça. Fait que si jamais ça va couper, on va juste revenir sur le live. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi les projets que tu as? Yes. Ouais. C'est ça. Alors, comme vous savez, je suis conseillère en images. Fait que j'ai le Work 2020, un masterclass que j'organise à toutes les années. Ce sera peut-être la dernière année, par contre, là. Okay. Mais, oui. Et c'est au féminin. C'est sur l'être et le paraître. Okay? L'être et le paraître. Donc, vraiment, apprendre à se connaître son identité, puis travailler l'être pour mieux paraître authentiquement. That's good. I like that. Est-ce qu'il y a déjà une date? Pas encore? Oui, c'est du 26 au 28. Ça veut dire que ça va être, c'est pour les femmes. I'm sorry, but I know women better than men. I'm a woman. C'est pour les femmes, puis vraiment, ça va être un masterclass sur Zoom où les femmes vont shut down de tout, shut down des médias sociaux, shut down de tout pour reconnaître leur identité à elles. Okay. Alors, on va prendre les questions des gens et c'est ce qu'on va faire pour la dernière partie. Bon, première question, il y a quelqu'un qui vient de poser. C'est quoi le livre que tu as acheté sur le deuil? Oh my God, je ne me rappelle plus. Je l'ai donné à une amie. Écoute, je vais essayer de m'en rappeler, puis je vais vous le laisser, vous allez pouvoir le mettre, OK? C'est bon. C'est bon. Alors, juste pour mettre en contexte pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé de la dépendance affective, puis Rachel expliquait que sa thérapeute lui disait que la dépendance affective est souvent causée par l'absence d'un parent, puis que ça, c'est comme un deuil. Fait que la thérapeute lui avait recommandé d'acheter un livre sur le deuil parce que tu dois passer à travers les mêmes étapes. OK, on va prendre une question. On avait reçu une question, quelques questions. Ah, ça, on l'avait dit. Ouais. Bon, voilà, mettre là. Quelqu'un nous a demandé quels sont les signes précurseurs. On en a donné plusieurs. Y a-t-il un cycle? Mais on a un peu répondu déjà à cette question-là, mais qu'est-ce que je pourrais ajouter à ça? C'est peut-être, tu sais, de pas minimiser, parce que ce que j'entends dans tout ce que tu as dit, c'est que la dépendance, c'est une dépendance comme n'importe quelle autre. Il faut la traiter comme telle. Fait que de la même façon que si on a une dépendance à l'alcool puis on est en recovery, on va pas garder 3-4 bouteilles dans un coin de la maison. De la même façon, on doit s'équiper, se donner les meilleurs outils pour passer à travers ça. Est-ce que tu as un commentaire là-dessus ou... Non, c'est absolument ça. C'est vraiment ça. Là. Et puis, juste pour expliquer, il n'y a pas de cycle en tant que tel. Hein? Peu importe, là. Tu sais, ça peut être, tu peux vivre tous ces symptômes-là en une journée, même, en passant. Ouais. C'est vraiment, s'il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de moment. Tu peux vivre en une journée comme tu peux vivre un qui est plus prédominant qu'un autre. Donc, c'est vraiment ça. OK. Good. Pendant que tu cherches d'autres questions, dans le fond, tu sais, t'as mentionné par ton témoignage aussi beaucoup de choses que je pense qui peut aider les gens qui ont une personne dans leur entourage qui est victime finalement de dépendance affective, qui peut aider ces gens-là à épauler finalement les personnes qui sont sous la dépendance affective, parce que tu mentionnais, puis dans ton livre aussi tu le mentionnes, dans le fond, plusieurs sentiments que tu éprouves étant une personne qui finalement est sous la dépendance affective. Puis tu disais dans le fond que, tu l'as mentionné dans ton histoire comme quoi que tu pensais que tout le monde connaissait ton histoire, puis que ça te rabaissait, un manque d'estime de soi, tu savais pas qui tu étais, t'arrivais pas à rester seul. Fait que je pense que dans tout ce que tu as mentionné, il y a plusieurs choses qu'on peut faire en tant qu'une personne qui est hors de la situation pour aider quelqu'un à pour aider une personne qui traverse ce moment-là. Tu peux pas l'aider à s'en sortir concrètement, mais je pense qu'il y a des actions que tu peux poser, il y a une manière que tu peux être avec cette personne-là pour pouvoir l'aider. Tu sais, la première des choses que je dirais, c'est peut-être le fait d'accepter la personne, de lui démontrer beaucoup d'amour aussi, parce que comme tu mentionnes, ces personnes-là souvent se sentent moins que d'autres personnes. Tu sais, on sait que c'est un mensonge, mais c'est de pas, dans le fond, nourrir ça non plus. D'aller dire de quoi c'est ça. Parce que j'allais faire un bémol. Leur montrer beaucoup d'amour, mais avec une limite. Parce que
quand tu es dépendant affectif, plus tu montres trop d'amour, là, comme de l'amour sain, comme l'amour, c'est comme ça, parce que moi, j'en profitais, là. Je vais. Ça va être mon élément motivateur, là. Tu sais, ce que je veux dire? Fait faut attention. Faut balancer. Ça, je disais, quand t'aimes, tu punis. Comme tu dis oui, j'aime beaucoup, mais aujourd'hui, non. On ne peut pas se voir. OK? Je dois travailler sur toi. C'est bon. Okay? C'est comme, oui, mais je vais aller au cinéma si toi, tu veux. Non, OK, regarde, c'est quoi? Tant que tu n'auras pas décidé ce que tu veux qu'on aille, ben moi, je vais rester là. C'est bon, ça. Bon, je dis, bien, moi, je m'en vais chez moi. Quand tu auras décidé de ce que tu veux, tu m'appelleras. Fait que de responsabiliser cette personne aussi, de l'aider à prendre des décisions, à s'affirmer aussi. Fait que je pense que OK, c'est bon. Parce ça. Moi, j'arrivais au point où je pleurais. Oui, mais tu comprends pas. Mais non, ça c'est de la manipulation, ça. Mais ça, tu n'es pas conscient. Parce que tu veux ce que tu veux. Fait que, juste le fait que la personne m'aurait dit non. Parce que c'est ce qu'un papa fait, hein, en passant. Un père qui est dans ta vie, là, c'est ce qu'il fait. Il te dit non. Un parent qui est dans ta vie qui manque va te dire non. Mais quand tu n'as pas ça, là, tu vas chercher. Ben, c'est ça. Tu comprends? Okay. Moi, j'aurais une question. Est-ce que, bon, j'ai une idée de la réponse, mais parce que toi, ton père était parti, est-ce que c'est possible de vivre de la dépendance affective même lorsque les deux parents sont présents? Oui. Ouais. Si je pense que je dirais oui. Oui, parce qu'il faut que l'amour soit démontré. Si un de tes parents ou tes parents shut down, tu vas chercher cet amour-là. Rachel, est-ce que tu dirais que, parce que tu as dit il faut que l'amour soit démontré, mais est-ce que tu dirais qu'il faut que l'amour soit démontré comme toi tu le veux? Non. OK. Démontrer tout. Quand tu dis comme moi, je le veux, comme la personne, oui. Je veux. OK. Ça, c'est dans un autre sujet, mais je vais l'ouvrir et je vais le fermer rapidement. Tout le monde a un langage d'amour. Le parent découvre c'est quoi le langage d'amour de l'enfant. That's it. Comme je donnais un exemple, moi j'ai mon neveu, ce enfant-là, il aime le toucher. OK? Mon neveu, là, quand il vient me voir, on passe un bon 10 minutes, là, on se hug, puis tout ça, puis après ça, OK, nanana, c'est fini, et puis il s'en fout. Tu comprends ce que je veux dire? Mais quand je ne le fais pas, il va être tout le long en train de m'embêter. J'ai compris ça, là. Tu comprends? Donc, c'est vraiment ça. OK. OK. Non, moi, je pense qu'on est bon. Ouais. Alors, on n'avait pas vraiment d'autres questions. À moins qu'il y en a qui veulent manifester des questions. Ouais, il y en a qui ont posé des questions, mais on les a répondues aussi. Ouais. So, guys, en tout cas, Rachel, avant, merci beaucoup d'avoir été là. C'est vraiment instructif. Je suis sûr que ça a aidé beaucoup de personnes. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont saisies aussi. Ils allaient juste voir un petit lien IG, puis que là, on est rentré dans leur affaire. C'est ça le but. Puis, si ça peut guérir quelqu'un, c'est ça le but. C'est ça le but de l'émission. So, merci d'avoir été là, Rachel. Guys, merci d'avoir été là. Si vous avez d'autres questions, Rachel, est-ce qu'ils peuvent te inbox? Oui, sans problème. Sans problème. OK, donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez la inbox. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que tu nous avais envoyé l'image avec les traits de quelqu'un qui est dépendant affectif. On va le post. Puis le nom suivre aussi, je vais vous l'envoyer. OK, excellent. Parfait. Rachel, aussi, pour les personnes qui voudraient te suivre ou te joindre, est-ce que tu peux juste redonner ton nom Instagram, là, bien sûr? OK. Je donne ma page principale. OK. Voilà. Donc, ma page principale sur Instagram, c'est Rachel Saint-Phare Théophile. Parfait. OK. Puis, ma page sur Facebook, c'est Rachel Saint-Phare Miss JB. Parfait. Puis, oubliez pas, guys, aussi, Rachel, elle a un événement, Rachel, du 26 au 28, right? Exactement. 28. Messieurs, je vous apprécie beaucoup, mais ça, c'est pour les femmes. Okay? Mais c'est une semence. C'est ça comme cadeau. Oui, c'est ça. C'est une semence parce que finalement, la femme va en bénéficier. Ouais. So, on a terminé, guys. Quelqu'un a écrit déjà. Je vais juste d'arriver, mais oui, ça mais la première partie est disponible sur IG, si on la laisse. Mais ça va être disponible sur YouTube.
Ben, Rachel, il y a des gens qui ont dit qu'ils vont slide dans tes DM, donc tu peux te préparer à ça. No worries about that. Donnez-moi 24 heures par contre. Ouais. So, merci beaucoup, guys. Merci, Rachel. Et puis, on se retrouve très bientôt. See you next week. Merci et bon succès, guys. Merci beaucoup. Yes. Bye. Bye.